AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel Réus. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour un journalisme citoyen, on va en parler dans un instant avec votre invité, Martin Boudot. Et effectivement, l'information est une cause qui vous tient à cœur. Oui, on va en parler ce matin. Internet, puis l'Internet mobile ont considérablement bouleversé le monde de l'information. Ça, tout le monde le sait. Nous avons intégré de nouvelles façons de collecter, de traiter, de diffuser les données. Nous avons répondu et créé de nouvelles attentes. Instantanéité et accessibilité d'un contenu partagé et personnalisé, connectivité en tout temps et en tout lieu, couverture en direct des mouvements sociaux, des protestations, des problématiques politiques, sociales et environnementales. En revanche, sur la sécurité des données, la préservation et la protection de la vie privée, nous sommes loin du compte. En 2023, les IA, les intelligences artificielles génératives, nous proposent et nous imposent de plus en plus de contenu sous la pression des GAFAM, et le métavers nous emmène et nous projette dans des réalités virtuelles. Dans ce contexte technologique qui a envahi tous les aspects de notre vie, comment conserver notre libre arbitre, notre faculté de jugement, d'observation, d'analyse? Comment sortir du cadre encapsulé de l'information, de la désinformation et in fine des rapports de domination imposés par les fake news? Comment ne pas croire ou ne plus croire ce que l'on voit ou ce que l'on nous montre, mais s'éduquer, se questionner et participer à l'information? Eh bien, peut-être en devenant un journaliste citoyen. Le journalisme citoyen permet aux citoyens ordinaires d'avoir un rôle actif dans la collecte, la production et la diffusion de l'information. Il permet à des communautés sous-représentées et donc peu entendues de partager collectivement sur des questions de justice sociale et de problématiques environnementales. Et surtout, il peut avoir un impact concret sur les lois, en aidant à informer et sensibiliser le grand public, en mettant l'accent sur des enjeux ignorés ou mal compris, en suscitant l'attention générale, le journalisme citoyen influe sur les décideurs, les élus, les législateurs. Témoins de la responsabilité, les citoyens impliqués dans les enquêtes et reportages d'investigation participent à la mise en lumière des violations de réglementation, des infractions, des abus, des scandales. Acteurs de la transparence, ils rendent compte des résultats pour peser sur les processus décisionnels. Force est de constater que le journalisme citoyen a un impact significatif en contribuant à une meilleure information et sensibilisation, une meilleure surveillance et en fin de compte, une meilleure prise de décision de la part des responsables politiques. Eh bien, parlons-en tout de suite avec votre invité qu'on accueille dans le studio de Sud Radio. Martin Boudot, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue, journaliste, réalisateur, producteur, auteur. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Et journaliste engagé. Bonjour Martin. Bonjour. Alors vous avez 37 ans, vous avez travaillé pour de nombreux médias, France Télévisions, Netflix, Canal+, Arte. Et surtout, on peut dire que les sujets de questions environnementales et de justice sociale sont au cœur de votre travail. Vos documentaires d'investigation scientifique ont remporté de nombreux et de prestigieux prix, on en parlera peut-être tout à l'heure. Vous avez notamment été sélectionné 2 fois pour le prix Albert Londres. 3 fois. Ah, 3 fois. Voilà. Alors là, bravo. Vous êtes aussi l'auteur de Toxic Buyer, publié aux éditions Plomb. Et depuis 5 ans, vous développez Vert de rage, une série de documentaires d'investigation scientifique sur des scandales environnementaux en France et dans le monde. Alors, Vert de rage, vous en êtes à l'origine. Pourquoi? C'est quoi l'essence de cette série documentaire? Très vite, quand je me suis intéressé aux questions environnementales, je trouvais qu'on manquait beaucoup de données factuelles. On avait beaucoup les opinions d'un côté, et je trouvais que de faire rentrer du fait scientifique pouvait permettre d'entamer un nouveau dialogue. Et je me rappelle que sur le terrain, au Gabon, lorsque je travaillais pour Cache Investigation en 2013, j'avais réalisé des prélèvements pour savoir s'il y avait une contamination à l'uranium d'un village. Et je me rappelle que ces prélèvements-là avaient été quasiment la pierre angulaire de notre investigation. Et je me suis dit, pourquoi ne pas systématiser cela? Pourquoi ne pas remettre de la science, du fait scientifique au cœur d'investigation environnementale? Et c'est la démarche de Vert de rage. Et puis, la deuxième grande démarche, c'était que je recevais beaucoup de critiques constructives de la part des téléspectateurs qui nous disaient après nos investigations, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et en fait, Vert de rage, on a essayé aussi de mettre à disposition toute notre enquête. On dit pas rendez-vous à mardi à 20h50, vous allez voir ce que vous allez voir. On sort tous nos résultats de notre enquête et on fait un pas en arrière et on regarde pendant 2, 3, 4 mois ce qui se passe, ce qui change, et on inclut cela dans le documentaire pour montrer que derrière notre enquête, derrière les problèmes que nous avons soulevés, des gens se sont emparés de la situation et ont réussi à faire bouger les lignes. Donc du journalisme et des investigations à impact, on y reviendra tout à l'heure. Alors c'est pas si facile que ça, de monter des émissions, des reportages de cette façon. Ça se déroule comment, vos enquêtes?
Elle dure une année en moyenne, entre le moment où on commence à enquêter et le moment où on diffuse. Il y a, je vous dirais, un tiers d'enquête, un tiers de tournage, un tiers de montage. On a de la chance d'être suivi par France Télévisions et le service public là-dessus. Il faut vraiment le souligner parce que c'est, comme vous le dites, c'est assez rare et il faut en profiter. Et c'est comme ça qu'on réussit avec toute une équipe. Je suis loin d'être tout seul à Vert d'Orage. On est 4 ou 5 journalistes là-dessus et on travaille en mettant en place l'étude scientifique. C'est ça le plus difficile parce que les scientifiques, ils ont pas le même timing que nous. Ils sortent une étude tous les 2-3 ans. Et le temps est long. Voilà, nous, si on sort un reportage tous les 2-3 jours, déjà, c'est le bout du monde. Donc, on essaie de trouver un point d'entente avec eux. Au début, c'était un peu compliqué. Maintenant, ils comprennent bien notre démarche et ça se passe de mieux en mieux. Et chaque fois, c'est une équipe scientifique différente? Absolument, absolument. On commence à avoir des gens, des conseillers qui reviennent, mais on essaie de travailler avec des scientifiques différents parce que on s'intéresse à des pollutions différentes, air, sol, eau, polluants éternels, chimie, métaux lourds, etc. Donc voilà, chacun a sa spécialité. Donc on va chercher dans le monde entier. Et c'est ça qui est assez chouette parce que Vert d'Orage est diffusé dans le monde entier. Donc il y a des gens du Pérou qui me contactent et c'est assez intéressant. Alors on va revenir sur ces numéros. Il y en a eu beaucoup, mais il y en a eu plus particulièrement 2 dont on va parler aujourd'hui qui ont eu des répercussions importantes. Le premier, sur les polluants éternels. On les appelle ainsi parce qu'ils ne se dégradent pas dans la nature et qui cochent pratiquement toutes les cases de la dangerosité. Qu'est-ce qu'elle a eu de particulier, cette enquête, et quel impact a-t-elle produit? Elle a eu un impact assez incroyable, il faut le reconnaître, peut-être même le plus grand impact qu'on ait jamais eu avec Vert d'Orage. Les polluants éternels, on a commencé à s'y intéresser grâce à un film qui s'appelle Dark Waters avec Mark Buffalo et qui racontait l'histoire d'une pollution aux États-Unis. Et on s'est dit, mais en fait, nous, on n'a pas de polluants éternels. Il y avait des scandales partout, en Italie, aux Pays-Bas, tout autour de nous, en Belgique. Mais en France, il n'y avait rien officiellement. On a commencé à creuser, on s'est rapproché de scientifiques néerlandais et on a découvert une pollution massive du côté de la vallée de la chimie, à côté de Lyon, à Pierre-Bénite. Et nos révélations ont vraiment révolutionné le secteur, puisque derrière, le jour même de la diffusion, Barbara Pompili, qui était ministre de l'Environnement, sort un nouveau décret en disant dorénavant on va devoir réguler les polluants éternels. Puis ensuite, il y a eu une réglementation nationale des polluants éternels avec un plan de sortie des polluants éternels. Arkema, qui était l'entreprise visée, mise en cause dans notre enquête, a été obligé de se conformer aussi en annonçant qu'ils allaient arrêter les PFAS, les polluants éternels d'ici 2024. Et nos données servent aujourd'hui à plusieurs procès intentés par des mairies et également des collectifs de citoyens. Vous en parliez en introduction. Bravo. Donc le deuxième numéro qu'on va évoquer ce matin, c'est les Enfants du Plomb dans le Nord, à Éva-Malmaison, qui est devenue la plus grande zone polluée de France. Absolument. Malheureusement, c'est le cas. Il y avait une entreprise qu'on a bien connue qui s'appelait Métal Europe, qui a fermé en 2003. C'était un drame social. Surtout, on a un peu oublié le drame environnemental. C'était une grosse fonderie de plomb et officiellement, les choses allaient plutôt bien, le sol avait été nettoyé sur la zone, etc. Et on s'est rendu compte que pas du tout, et qu'il y avait énormément de pollution au plomb dans les sols, dans les végétaux, voire même dans le corps des enfants. Et on a réalisé une grande étude scientifique sur place, et alors que la préfecture et les services de santé ne voulaient pas nous recevoir, après la diffusion, ils ont demandé un dépistage de près de 7000 enfants qui vivent autour de la zone pour savoir si oui ou non il y avait des cas de saturnisme. Et oui, on en a trouvé, plus que ce que certains experts imaginaient. Et ça a permis vraiment de faire changer les choses. Et encore une fois, nos données ont été reprises et sont utilisées dans le cadre d'un procès intenté par des citoyens contre l'État en l'occurrence. Ça vous vient d'où, Martin, ces intérêts pour la justice sociale, pour l'environnement? Ça vient d'où cet engagement chez vous? Je crois que dans toute forme d'engagement, il y a une rupture à un moment donné. Moi, aussi loin que je m'en rappelle, c'est lié à l'enfance. J'ai eu la chance de vivre dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, etc. Et je me rappelle avoir vu des scandales environnementaux sous mes yeux, sans trop comprendre de quoi il s'agissait, et me dire mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est pas normal de voir cette situation-là. Et très vite, lorsque j'ai voulu me tourner vers le journalisme, j'ai voulu tout de suite me tourner vers le journalisme d'investigation, et j'ai voulu le marier avec l'environnement. Et c'est comme ça que je suis arrivé à faire Vert d'Orage aujourd'hui. Alors, on va parler un petit peu de cette intelligence artificielle dont on parle beaucoup avec ChatGPT. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Des outils comme Midjourney aussi. Et enfin, ce
ce sont des intelligences qui peuvent, en quelques instants, en quelques secondes, en condensant des milieux de contenu existants sur les pages Internet, qui peuvent générer des textes entiers, qui peuvent même produire des images qui illustrent ces articles. Alors évidemment, on peut imaginer les conséquences sur la désinformation. Quelle est votre position, votre avis, votre vision, vous, sur ces outils ? Ce sont des outils très, très utiles, très pratiques pour un certain nombre d'utilisateurs. Ce qui est sûr, c'est que nous, ça va, je pense, considérablement durcir notre travail, parce qu'on va avoir encore plus de tri à faire entre des textes qui nous paraissent véritables et des textes qui ont été fabriqués par des algorithmes ou des ordinateurs. Je trouve que de manière générale, il faut pas être technophobe. Je trouve ça intéressant. Nous, on a entre le moment où on a commencé à enquêter en investigation, enfin moi j'ai commencé ce travail il y a près de 15 ans et aujourd'hui, on a quand même une plus grande fluidité dans la recherche de documents. Il y a des bases de données qui se sont créées et ça nous permet aussi aujourd'hui d'avoir une plus grande transparence vis-à-vis des citoyens. Donc je trouve ça toujours intéressant. Après, c'est vrai que ces outils-là, ils peuvent être manipulés très clairement et ça peut nous amener à avoir de la fake news et à nous de faire le tri de manière encore plus rigoureuse. Alors sur les bases de données, vous venez d'en parler un tout petit peu. Que pensez-vous des bases de données en ligne, en open source, Vous voyez, toutes ces bases qui permettent aujourd'hui de récupérer des mesures scientifiques, mais aussi des images satellites, des archives militaires. Est-ce que ça a changé le travail d'investigation et est-ce que vous, dans vos enquêtes, vous les utilisez ? Ça l'a révolutionné, très clairement. Entre le moment où on a commencé à travailler et aujourd'hui, c'est un changement radical. Vous pouvez quasiment faire l'investigation de votre salon. Les étudiants avec qui je suis en contact, que je prends en stage à Vert d'Orage, ils ont une facilité sur l'accès aux données qui est déconcertante. Je dis par ailleurs qu'en France, on est très en retard. On est même une honte française en termes d'accès aux documents administratifs par rapport à d'autres pays. Quand on veut avoir accès à certaines décisions, certains documents, certains classements en France, c'est très compliqué par rapport à d'autres pays. Par exemple, je sais pas, vous voulez savoir combien il y a d'usines qui vont faire des polluants éternels, c'est quasiment impossible à savoir. Je pourrais vous parler les matériaux en quoi sont utilisés, en quoi sont faites les écoles, etc. Et c'est vrai que ça pose des vraies questions, mais moi je trouve que c'est des outils incroyables, ce qu'on appelle l'OSINT, l'investigation sur la base de données accessibles. Je crois que c'est vraiment l'avenir de l'investigation. Ça veut dire que ça réduit le nombre de lanceurs d'alerte en France ? Le fait de ne pas pouvoir y avoir accès facilement ? Oui, de fait, parce que vous avez beaucoup de citoyens qui aimeraient savoir et qui se confrontent à des données qui ne sont pas accessibles. Et les bases de données dont vous parlez, elles sont beaucoup à l'étranger et très peu en France, malheureusement. Donc il faut qu'on travaille encore là-dessus. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Informer n'est pas un délit, un collectif de journalistes, et on essaie de faire un peu du lobbying au sens noble de la chose pour dire mais ouvrons les données, ouvrons les bases en France parce qu'on est beaucoup trop en retard. Alors pour nos auditeurs qui voudraient devenir journalistes citoyens, contactez Martin Boudot. Comment ça se passe en général la confrontation avec les responsables industriels et politiques que vous mettez en cause dans les scandales que vous dénoncez ? Alors, je crois que la question est dans la réponse, mais la réponse est dans la question, pardon. Mais non, écoutez, ça se passe plutôt bien parce qu'ils ont compris quand même on arrivait avec des résultats scientifiques, donc ils avaient tout intérêt à répondre. Il s'agit pas là d'opinion. Moi, je lance un appel vraiment à ces entreprises pour qu'elles puissent et qu'elles prennent la parole, parce que parfois on négocie pendant des mois avec leurs services de communication sans arriver à les avoir. Et je vais vous dire quelque chose. Le meilleur, je ne donnerai pas son nom, mais le meilleur chef d'entreprise qu'on ait jamais eu, parce que mis en cause par une de nos enquêtes, c'était celui qui n'était pas dirigé par une équipe de communication, qui n'avait pas eu de service de communication pour dire quoi dire. Vous dirigez par une femme, peut-être, non ? Alors lui, ça, c'était un homme, en l'occurrence. Mais là, pour le coup, le genre dans la communication me paraît secondaire dans le sens où c'est vraiment... Non, mais le genre à la tête de l'entreprise. Peut-être. Mais en tout cas, j'invite les services de communication à nous répondre parce qu'ils ont toujours des choses à dire. La vérité n'est jamais blanche ou noire, elle est souvent grise. Alors, votre prochain documentaire, ce sera Les damnés du pétrole, le lundi 6 mars, à 21h sur France 5. Vous pouvez nous donner quelques petits secrets ou quelques petites indications ? Bien sûr, investigation pour laquelle Total a refusé de répondre, puisque vous parliez des services de communication, ils nous ont fait un communiqué à l'écrit. Oui, il s'agit d'une enquête sur le pétrole, depuis l'extraction de pétrole en Irak jusqu'au raffinage. Et on a en France, une très grande raffinerie qui est du côté de Gonfreville-Lorcher, à côté du Havre. C'est la plus grande raffinerie de pétrole en France, qui est détenue notamment par Total. Et c'est une enquête
enquête sur la pollution liée à cette industrie. Il y a des personnes qui se plaignent du côté de Gonfreville-Lorcher des émanations, et on a voulu savoir de plus près ce qu'il y avait exactement dans l'air. On a réalisé des mesures d'air, des mesures de sol, et aussi des mesures d'un certain cancérigène dans les urines des enfants qui vivent autour de ces sites, que ce soit en Irak ou en France, et on a trouvé des choses intéressantes. On va terminer sur Planet Killer, qui est une série documentaire qui suit la traque de grands criminels environnementaux. Donc toujours la même démarche ? Alors c'est un peu différent, puisque là on va raconter la traque des criminels environnementaux les plus recherchés au monde. On a eu accès à Interpol après 2 ans et demi de discussion. Ils avaient vu Vert d'Orage, ils aimaient bien, donc ils ont dit ok Interpol, nous ça nous intéresse votre projet. Là c'est vraiment raconter la traque des criminels les environnementaux les plus recherchés au monde, et ce sont les fugitifs. On essaie de savoir pourquoi ils s'en sont sortis, où est-ce qu'ils sont. Et ces 4 numéros, les 2 premiers ont été diffusés sur France 5 et les 2 prochains seront diffusés tout début avril. Merci Martin Boudot. Donc je rappelle les damnés du pétrole, lundi 6 mars à 21h sur France 5. Alors, merci beaucoup Martin Boudot. Je rappelle aussi que tous les autres épisodes de Vert d'Orage sont disponibles, je crois, sur France.tv. Vous pouvez toujours revoir aussi les archives de la série documentaire. Merci à vous. À dimanche prochain, Muriel Réus. Merci Jean-Marie. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.